Louis-Charles, connu comme le dauphin de France, a grandi entouré de faste et de privilèges à Versailles. Mais sa vie bascule avec la Révolution, qui transforme son monde doré en un cauchemar de captivité et d'isolement. Au Temple, il perd peu à peu sa famille, sa liberté, et même son identité, jusqu'à devenir le mystérieux et tragique Louis XVII, l'enfant roi dont le destin déchirant reste gravé dans l'histoire. Plongeons ensemble dans ce récit bouleversant, marqué par les ombres de la Révolution et le courage d'un enfant royal pris au piège. C'est parti. Louis-Charles, futur Louis XVII, naît le 27 mars 1785 au cœur du château de Versailles, où le faste et l'opulence sont encore les témoins de la gloire de la monarchie. Sa naissance survient un dimanche de Pâques radieux, signe que certains interprètent comme une bénédiction divine. Dès sa venue au monde, le petit prince reçoit le titre de duc de Normandie, une titulature prestigieuse qui n'avait pas été portée depuis plus de 300 ans. La venue de ce deuxième fils est célébrée avec une ferveur particulière. Après des années d'attente et de spéculation sur la capacité du couple royal à produire un héritier, la naissance de Louis-Charles assure enfin la continuité de la lignée royale. Son frère aîné, Louis-Joseph, né en 1781, était de santé fragile, ce qui suscitait des inquiétudes quant à la succession. L'arrivée de Louis-Charles, robuste et en bonne santé, apaise ses craintes et semble promettre la pérennité de la dynastie. Cependant, dès sa naissance, Louis-Charles est au cœur de rumeurs et de controverses, notamment concernant sa paternité. Certains murmuraient que le véritable père n'était pas le roi, mais le comte Axel von Fersen, un noble suédois devenu proche de Marie-Antoinette. Ces spéculations, bien que rejetées par les spécialistes modernes, ont persisté pendant des années, allant jusqu'à menacer Marie-Antoinette d'un procès en adultère. Les premiers souvenirs de Louis-Charles sont intimement liés au magnifique parc de Versailles. Sous la surveillance attentive de ses précepteurs et nourrices, le jeune prince explore avec enthousiasme ce vaste domaine. Son jardin personnel, aménagé sur la terrasse du Midi, devient rapidement son refuge. Chaque matin, Louis-Charles s'efforce de cueillir un bouquet qu'il dépose sur la toilette de la reine avant son lever, considérant que c'est ainsi qu'il mérite le baiser maternel. Un jour, alors que Louis-Charles cueille des fleurs dans son jardin, Marie-Antoinette s'approche de lui. « Mon cher fils, que fais-tu là ?» demande-t-elle avec tendresse. « Maman, je prépare un bouquet pour vous !» répond le jeune prince avec enthousiasme. Marie-Antoinette sourit, touchée par ce geste. « C'est très gentil à toi, mon chou d'amour. Mais rappelle-toi, la vraie beauté ne réside pas dans les fleurs que l'on offre, mais dans la bonté de notre cœur. » Le quotidien du jeune prince est encadré par une cour vigilante. Gabrielle de Polignac, amie proche de Marie-Antoinette, est sa gouvernante principale, veillant à ce que chaque aspect de sa vie respecte le protocole, tout en cultivant une certaine tendresse. Sous son aile, et celle de nombreuses sous-gouvernantes, Louis-Charles reçoit les premières leçons de politesse et de bienséance. Cependant, Marie-Antoinette insiste pour que l'éducation de son fils reste douce et naturelle, refusant de l'étouffer sous le poids des règles rigides de Versailles. Elle préfère le voir courir et jouer, convaincue que l'exercice physique et les jeux en plein air sont plus bénéfiques pour lui que les leçons formelles. Cette approche éducative se reflète dans les instructions qu'elle laisse aux gouvernantes des enfants royaux. Il n'a aucune idée de hauteur dans sa tête et je désire fort que cela continue. Nos enfants apprennent toujours assez tôt ce qu'ils sont. Marie-Antoinette porte une affection particulière à son fils cadet, Louis-Charles, qu'elle surnomme tendrement « chou d'amour ». Cette relation privilégiée contraste avec celle, plus complexe, qu'elle entretient avec sa fille aînée, Marie-Thérèse. Dans une lettre à la duchesse de Polignac datée du 29 décembre 1789, la reine écrit « Le chou d'amour est charmant et je l'aime à la folie. Il m'aime beaucoup aussi, à sa manière, ne se gênant pas. » Cette effusion de sentiments envers son fils cadet révèle la profondeur de leur lien affectif. Bien que Marie-Antoinette aime profondément sa fille Marie-Thérèse, leur relation est empreinte d'une certaine distance. La reine, soucieuse de l'éducation de sa fille en tant que future princesse, se montre plus exigeante et moins démonstrative dans son affection. Cette différence d'approche entre ces deux enfants reflète à la fois les attentes de la cour
et la personnalité de Marie-Antoinette en tant que mère. Les années passent, et bien que très jeune, Louis-Charles commence à percevoir les tensions qui se tissent autour de sa famille. Le 4 juin 1789, un drame personnel marque un tournant. Son frère aîné, Louis-Joseph, meurt des suites de la tuberculose, laissant le petit duc de Normandie héritier direct du trône. La disparition de Louis-Joseph affecte profondément la famille royale, et Marie-Antoinette reporte toute son affection sur son fils cadet. Ce nouveau statut de dauphin n'a encore aucune signification réelle pour Louis-Charles, qui continue de jouer et de rire avec insouciance dans les jardins de Versailles. Cependant, vers la fin de cette période d'enfance dorée, des bruits de colère et de révolte commencent à se faire entendre jusque dans les salons du château. Bien qu'encore trop jeune pour comprendre ce qui se trame, il ressent confusément une tension, une sorte de malaise qu'il ne peut nommer. C'est dans cette ambiance à la fois douce et menaçante que se termine l'enfance insouciante de Louis-Charles. Il n'est encore qu'un petit garçon de 4 ans, un fils et un frère, chéri et protégé. Mais déjà, l'histoire frappe à la porte et le destin de cet enfant tant aimé basculera bientôt, emporté par la tempête révolutionnaire qui couve dans l'ombre de Versailles. Le 6 octobre 1789, un événement décisif se joue dans l'histoire de la Révolution française. La famille royale est contrainte de quitter Versailles pour être ramenée à Paris sous la pression d'une foule en colère. Ce jour-là, une multitude de Parisiennes, principalement des femmes du peuple, les traits tirés par la fatigue et la colère, forcent Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants à quitter la sécurité du palais. Ces femmes avaient marché près de 20 kilomètres depuis Paris la veille, le 5 octobre, pour protester contre la cherté du pain et les inégalités sociales. Le 5 octobre, des milliers de femmes se rassemblent à Paris pour exprimer leur mécontentement face à la pénurie alimentaire. Les rumeurs circulent. Versailles regorge de pain alors qu'on en manque à Paris. Ces femmes, accompagnées d'hommes déguisés en femmes pour éviter d'être repoussées par les forces armées, se dirigent vers Versailles avec un objectif clair. Ramener le roi à Paris pour qu'il soit confronté directement aux souffrances du peuple. Les tensions atteignent leur paroxysme dans la nuit du 5 au 6 octobre. Des émeutiers parviennent à pénétrer dans le château de Versailles et tentent d'atteindre les appartements de Marie-Antoinette. Un garde du corps crie « Sauvez la reine !» avant d'être tué par la foule. La reine échappe de justesse au massacre en fuyant par une porte dérobée pour rejoindre les appartements du roi. Sous la pression de cette foule menaçante et sur les conseils du marquis de Lafayette, commandant de la garde nationale, Louis XVI accepte finalement de quitter Versailles pour Paris avec sa famille. À 9 heures du matin, il apparaît sur le balcon avec Marie-Antoinette pour annoncer leur départ imminent. La foule scande alors « À Paris! À Paris !» Le cortège royal quitte Versailles vers 13 heures. La famille royale prend place dans un carrosse entouré d'une escorte hétéroclite composée de gardes nationaux et d'émeutiers armés. Le trajet est difficile et éprouvant. Une marche forcée de plus de 6 heures vers le palais des Tuileries. La foule qui entoure le carrosse royal est bruyante et hostile. On entend des chants révolutionnaires et des cris « Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron », faisant référence au roi Louis XVI, le boulanger, à Marie-Antoinette, la boulangère, et au dauphin Louis-Charles, le petit mitron. Ce cri symbolise l'idée que le roi, en tant que père du peuple, doit assurer la subsistance des Parisiens en leur garantissant du pain. Le pain est au cœur des revendications populaires car il représente une part essentielle du budget des petites gens. Les manifestants considèrent désormais que le roi est leur otage, ramené à Paris pour répondre directement aux besoins urgents du peuple. À leur arrivée aux Tuileries vers 21 heures, après ce long voyage exténuant, le contraste avec Versailles est frappant. Le palais des Tuileries n'a pas été habité depuis longtemps. Il est vétuste et mal entretenu. Les vastes jardins et les salons éclatants de Versailles sont remplacés par un édifice sombre et austère. Le jeune Louis-Charles s'arrête net devant l'édifice imposant des Tuileries. Dans un murmure empreint d'innocence, mais révélateur du choc qu'il ressent face à ce changement brutal, il se tourne vers sa mère. « Oh maman, comme tout est laid ici !» Marie-Antoinette tente alors de lui répondre avec douceur pour apaiser son inquiétude.
Louis XIV y logeait et s'y trouvait bien. Nous ne devons pas être plus difficiles que lui. Ces mots apaisants traduisent non seulement l'amour maternel, mais aussi une tentative désespérée pour préserver une certaine dignité face à l'humiliation subie par la famille royale. Cependant, ils ne peuvent dissiper le sentiment croissant de déchéance qui envahit chaque membre de cette famille, autrefois toute puissante. Les Tuileries ne sont pas Versailles. Ici règne une atmosphère pesante, où le luxe a laissé place à une inquiétude grandissante. Les appartements royaux sont sombres et froids. L'air s'engouffre par les fenêtres mal isolées. Les corridors sont vides et silencieux. Le palais est entouré par une population parisienne hostile qui réclame sans cesse que le roi et la reine se montrent aux fenêtres. Madame Campan décrit ce moment dans ses mémoires. Une affreuse solitude régnait déjà aux Tuileries. On n'entendait que le bruit des portes qui claquaient sous l'effet du vent glacé. La cour semble rétrécie. Beaucoup des courtisans fidèles ont fui ou ont été écartés par les événements révolutionnaires. Ceux qui restent vivent sous une surveillance constante. Chaque mouvement est scruté par les gardes nationaux postés partout dans le palais. Dans cet espace plus restreint où l'intimité forcée s'installe progressivement entre les membres de la famille royale, Louis-Charles devient rapidement le centre d'attention de sa mère, Marie-Antoinette. Pour elle, son fils représente un rayon de soleil dans ces journées ternes, marquées par l'angoisse et l'incertitude croissante. Madame de Tourzel, gouvernante nouvellement nommée après le départ précipité de Gabrielle de Polignac, témoigne dans ses mémoires « Le jeune dauphin conservait sa gaieté naturelle malgré l'atmosphère oppressante qui régnait aux Tuileries. Sa douceur apportait un peu de réconfort à la reine. » Marie-Antoinette trouve ainsi dans son rôle maternel un refuge face aux tourments politiques qui assombrissent leur quotidien. En juin 1791, la tension politique monte d'un cran. La monarchie est sous surveillance constante et la famille royale, accablée par la perte progressive de sa liberté, décide de tenter une évasion audacieuse. Le roi Louis XVI et Marie-Antoinette espèrent rejoindre Montmédy, une place forte proche de la frontière avec le Luxembourg, où des troupes royalistes fidèles les attendent. Ce plan vise à restaurer l'autorité royale et à renverser l'Assemblée nationale constituante qui limite de plus en plus les prérogatives du roi. Le 20 juin 1791, un plan minutieusement préparé est mis en œuvre. La famille royale quitte discrètement les Tuileries sous des déguisements pour brouiller les pistes. Louis-Charles, le jeune dauphin âgé de 6 ans, est déguisé en jeune fille sous le nom d'Aglaé. Sa gouvernante, la marquise de Tourzel, joue le rôle d'une baronne russe et prétend être la mère des enfants royaux pour détourner les soupçons. Le roi se déguise en valet, tandis que Marie-Antoinette prend l'apparence d'une gouvernante. L'enfant, confus mais obéissant, se prête au jeu sans comprendre pleinement la gravité de la situation. Madame de Tourzel, dans ses mémoires, se souvient de ce moment. Monseigneur le dauphin ne comprenait pas pourquoi il devait porter une robe de fille. Il me regardait avec des yeux pleins d'interrogations, mais n'osait poser de questions. Je lui dis que c'était un jeu pour tromper ceux qui voulèrent du mal à sa famille. Le voyage vers Montmédy se fait dans une atmosphère lourde de secrets et de peur. La famille royale voyage dans une grande berline tirée par 6 chevaux, un choix malheureux qui attire l'attention en raison de sa taille imposante et de son apparence luxueuse. Le comte suédois Axel von Fersen, proche conseiller et confident de Marie-Antoinette, avait initialement recommandé l'utilisation de 2 petites voitures légères pour voyager plus rapidement et discrètement. Cependant, Louis XVI et Marie-Antoinette refusent cette option par crainte d'être séparés. Malgré les précautions prises, plusieurs erreurs s'accumulent au cours du voyage. Le carrosse prend du retard sur l'horaire prévu en raison d'une série d'incidents mineurs. Une roue cassée ralentit leur progression et le roi s'arrête pour parler aux paysans locaux à plusieurs reprises, convaincu que les habitants des campagnes sont toujours fidèles à la monarchie. Le 21 juin 1791 au soir, alors que la famille royale atteint Sainte-Ménéhould en Champagne, Jean-Baptiste Drouet, le maître de poste local, reconnaît Louis XVI grâce à son portrait sur les assignats. Drouet alerte immédiatement les autorités locales et se lance à cheval à la poursuite du carrosse royal. Il devance la berline et prévient les habitants de Varennes en Argonne. Lorsque la famille royale arrive à Varennes tard, dans la nuit du 21 juin, ils sont arrêtés par les autorités locales dirigées par l'épicier Sauce.
Le tocsin sonne dans tout le village pour rassembler les habitants qui encerclent rapidement le carrosse royal. La famille est contrainte de descendre du véhicule et est retenue dans une maison locale. Louis-Charles est effrayé par cette scène chaotique. Madame de Tourzel témoigne « Le jeune dauphin ne comprenait pas pourquoi nous étions arrêtés. Il se serrait contre moi avec des yeux remplis d'inquiétude, tandis que je tentais de le rassurer doucement. » Le rêve d'évasion s'effondre définitivement lorsque des représentants, envoyés par l'Assemblée nationale, arrivent pour escorter la famille royale de retour à Paris. Le retour est un véritable cauchemar pour Louis-Charles. Entouré par des gardes armés et sous les huées d'une foule hostile qui scande des slogans haineux contre sa famille, il perçoit pour la première fois l'ampleur du rejet que le peuple nourrit envers eux. Le 25 juin 1791 marque le retour humiliant de la famille royale aux Tuileries après 4 jours d'une tentative avortée d'évasion. Contrairement à leur départ précipité quelques jours plus tôt, ils reviennent sous haute surveillance et dans un silence pesant imposé par l'Assemblée nationale. La fuite manquée a brisé définitivement la confiance entre le roi et son peuple. Ce qui était autrefois perçu comme une monarchie constitutionnelle, où Louis XVI pouvait encore jouer un rôle modéré, est désormais vu comme une trahison ouverte envers la Révolution française. Les journaux révolutionnaires dénoncent violemment cette tentative d'évasion comme une preuve incontestable que Louis XVI n'est plus digne de gouverner. Pour Louis-Charles, ces jours sombres marquent profondément son esprit juvénile. Bien qu'il ne saisisse pas encore tous les enjeux politiques qui secouent son pays, il comprend confusément que quelque chose s'est irrémédiablement brisé entre sa famille et le peuple français. De retour aux Tuileries, après cet échec retentissant, la vie devient encore plus oppressante pour la famille royale. Les Tuileries ressemblent désormais davantage à une prison qu'à un palais royal. Les libertés dont jouissait encore partiellement la famille avant Varennes sont drastiquement réduites. Chaque membre est isolé sous surveillance stricte. Pour Louis-Charles, cette période représente une perte progressive de son insouciance enfantine. Bien qu'il continue parfois à jouer dans les jardins sous l'œil vigilant de Madame de Tourzel, il ressent profondément l'atmosphère pesante qui règne autour de lui. Madame de Tourzel décrit cette période difficile dans ses mémoires. Chaque jour apportait son lot d'incertitudes et d'angoisse. Monseigneur le Dauphin restait charmant malgré tout cela. Sa gaieté naturelle semblait être notre seul réconfort dans ces moments sombres. Ainsi se dessine le destin tragique du jeune dauphin. Né dans l'opulence dorée de Versailles, mais contraint à grandir dans l'ombre menaçante des Tuileries jusqu'à ce que la Révolution emporte définitivement sa famille dans le tourbillon implacable du changement historique. La nuit du 9 août 1792, une inquiétude sourde envahit les couloirs du palais des Tuileries. Depuis plusieurs semaines, la tension entre la monarchie et les révolutionnaires n'a cessé de croître, exacerbée par les menaces des puissances étrangères. Le manifeste de Brunswick, publié le 25 juillet 1792, attise les braises de la révolte. Dans ce document, le duc de Brunswick, commandant des armées prussiennes et autrichiennes, menace de représailles violentes quiconque porterait atteinte à la famille royale. Ce texte, loin d'intimider les révolutionnaires comme Brunswick l'espérait, provoque une réaction inverse. Il attise la colère et la défiance du peuple français, qui y voit une preuve supplémentaire de la trahison de leur roi, soupçonné de collaborer avec les puissances étrangères. À l'aube du 10 août 1792, la situation atteint un point de non-retour. Une marée humaine composée de sans-culottes parisiens, soutenus par des fédérés marseillais et bretons, déferle sur les Tuileries. Environ 20 000 insurgés marchent en direction du palais avec un objectif clair, en finir avec la monarchie. Le roi Louis XVI, réveillé tôt ce matin-là, est conscient de l'imminence du danger. Il passe en revue les troupes chargées de défendre le palais, près de 900 gardes suisses et environ 2000 gardes nationaux sont mobilisés pour protéger la famille royale. Cependant, l'atmosphère est lourde de suspicion et d'incertitude. Beaucoup des gardes nationaux sont gagnés par le doute ou même par la sympathie pour les insurgés. Vers 10 heures du matin, alors que les hurlements de la foule résonnent à travers le palais et que le bruit des premiers affrontements commence à se faire entendre, Louis XVI comprend que la situation est désespérée. Après avoir été fortement conseillé par Pierre-Louis Roederer, procureur général syndic du département de Paris, qui lui assure qu'il ne peut plus compter sur ses défenseurs, le roi prend une décision difficile mais inévitable. Il conduit sa famille, Marie-Antoinette,
Madame Élisabeth, sa sœur, et ses enfants dont le jeune Louis-Charles, vers l'Assemblée législative dans l'espoir d'y trouver refuge et protection. Jean-Baptiste Cléry, valet personnel du roi, témoigne dans son journal « Le roi semblait calme en apparence, mais je pouvais lire dans son regard toute l'angoisse qui pesait sur lui. Il savait que quitter les Tuileries signifiait abandonner ce qui restait de son pouvoir. » Les combats s'intensifient rapidement sur la place du Carrousel. Les défenseurs du palais résistent courageusement, mais sont rapidement submergés par le déferlement de violence des insurgés. La rage populaire s'abat principalement sur les gardes suisses, ces soldats disciplinés mais en infériorité numérique face aux milliers d'insurgés armés de piques et de fusils. Napoléon Bonaparte, alors jeune officier d'artillerie présent à Paris ce jour-là, témoigne plus tard « Le carnage que j'ai vu ce jour-là aux Tuileries m'a marqué plus profondément que tous les champs de bataille auxquels j'ai assisté par la suite. » Les couloirs des Tuileries deviennent rapidement le théâtre d'un massacre sanglant. Environ 600 gardes suisses périssent ce jour-là, ainsi que près de 200 aristocrates qui se trouvaient encore au palais. Les insurgés saccagent le palais royal avec une violence inouïe. Ce lieu, autrefois symbole du pouvoir royal, devient un champ de ruines, jonché de cadavres. Pendant ce temps, à l'Assemblée législative, Louis XVI et sa famille assistent impuissants aux événements qui scellent leur destin. Sous la pression des insurgés victorieux et des révolutionnaires radicaux, tels que Danton et Robespierre, l'Assemblée prononce la suspension immédiate du roi. La monarchie constitutionnelle est abolie. C'est un tournant décisif dans l'histoire de France. La famille royale est ensuite placée sous arrestation et transférée à la prison du Temple, où elle sera détenue dans des conditions humiliantes. Pour Louis-Charles, âgé de 7 ans seulement à cette époque, cette journée marque brutalement la fin de son statut princier et le début d'un emprisonnement qui le privera définitivement de son enfance. En quelques heures seulement, tout l'univers du jeune dauphin s'effondre, fini les dorures des Tuileries où il jouait insouciamment dans les jardins royaux. Finis également les rituels quotidiens qui rythmaient sa vie au palais avec ses leçons et ses jeux sous l'œil attentif de sa gouvernante Madame de Tourzel. Désormais enfermé dans une prison sombre avec sa famille déchue, il est confronté à une réalité bien plus dure, celle d'un peuple en colère qui réclame justice contre ceux qu'il considère comme responsables des souffrances du pays. La prise des Tuileries, surnommée la Seconde Révolution, marque non seulement la fin définitive de la monarchie constitutionnelle, mais aussi le prélude à la naissance imminente de la Première République. Ainsi se dessine le destin tragique du jeune dauphin, né dans l'opulence dorée de Versailles, mais contraint à grandir dans l'ombre menaçante des Tuileries jusqu'à ce que la Révolution emporte définitivement sa famille dans le tourbillon implacable du changement historique. Le 13 août 1792, 3 jours après la prise violente des Tuileries par les sans-culottes, la famille royale est transférée à la prison du Temple. Pour Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs enfants et Madame Élisabeth, c'est le début d'une captivité qui scellera leur destin. Ce transfert au Temple est plus qu'un simple changement de lieu. Il symbolise le basculement définitif d'une vie de privilèges et de faste vers un avenir incertain, où leur sort ne dépendra plus que de la Révolution. Chaque regard échangé entre eux durant le trajet porte l'angoisse et l'incompréhension de ce qu'ils traversent. À leur arrivée, ils sont d'abord installés dans le palais du Temple, un bâtiment relativement confortable, où ils peuvent encore espérer maintenir un semblant de vie familiale. La présence de serviteurs, la possibilité de recevoir quelques visites, bien que strictement surveillées, adoucissent les premiers jours de captivité. La famille royale tente de s'accrocher à ces petits conforts comme à un dernier fil de normalité. Marie-Antoinette, avec une dignité touchante, garde la tête haute pour ses enfants, cherchant à apaiser leurs craintes par un sourire ou une caresse, même si elle-même sent son cœur se briser. Mais cet espoir fragile se brise rapidement. La pression des révolutionnaires, motivée par la peur de complots royalistes, impose un transfert dans la tour du Temple, un endroit glacial et sombre, bien loin du faste de Versailles. Ce changement marque la fin de toute illusion. Ils ne sont plus une famille royale en exil, mais des prisonniers. La famille est alors déplacée dans le donjon médiéval du Temple, une structure imposante et oppressante, où l'air est lourd et les murs transpirent l'humidité et la solitude.
L'austérité des lieux, construits pour inspirer le respect et la crainte, écrase le moral de chacun. Les appartements sont sombres et exigus. Leur seule lumière vient d'étroites ouvertures. La tour semble avaler tout espoir, comme si les murs mêmes étaient complices de leur emprisonnement. Le roi et son fils Louis-Charles partagent une cellule au second étage où, malgré le froid et la dureté des conditions, Louis XVI essaie de maintenir un quotidien pour le jeune dauphin. Quant à Marie-Antoinette, elle veille sur sa fille et Madame Élisabeth, sa présence étant l'unique réconfort dans cet enfer de solitude. Les chambres sont glaciales, mal éclairées, et chaque souffle de vent venant des fenêtres semble être un rappel cruel du monde extérieur qu'ils ne reverront peut-être jamais. Mais malgré tout, ils essaient de vivre, de se réconforter mutuellement, refusant de se laisser abattre par la noirceur de leur sort. Pendant les premiers mois d'emprisonnement, ils parviennent encore à garder une certaine routine. Louis XVI se consacre chaque jour à l'éducation de son fils, Louis-Charles, qui, malgré son jeune âge, pressent la gravité de leur situation. Chaque leçon de lecture, chaque enseignement religieux devient un moment de répit, une tentative désespérée de transmettre à son fils ce que signifie être un roi. Ces instants sont précieux pour le dauphin, qui puise dans les enseignements de son père un peu de courage face aux murs oppressants de la tour. Les promenades, bien que surveillées, leur permettent encore de respirer un peu d'air frais. Marie-Antoinette et Madame Élisabeth s'efforcent d'encourager les enfants, de leur rappeler des souvenirs heureux pour oublier, ne serait-ce qu'un instant, la prison qui les entoure. Mais l'ombre de la guerre et les nouvelles terrifiantes venant de l'extérieur rappellent constamment la précarité de leur situation. La famille est sous une surveillance oppressante. Des gardiens, farouches partisans de la Révolution, surveillent leurs moindres gestes comme s'ils étaient des criminels et non des parents désespérés. Les fenêtres, équipées d'abat-jour pour empêcher toute communication avec l'extérieur, semblent être autant de prisons dans leur prison. Ils vivent dans la suspicion constante, chaque mouvement de la famille royale étant minutieusement contrôlé. Cette perte totale de liberté pèse lourdement sur Marie-Antoinette, qui veille avec une attention fébrile sur ses enfants, tentant de les préserver de cette atmosphère d'étouffement et de méfiance. En décembre 1792, un événement vient bouleverser l'équilibre déjà fragile du Temple. Louis XVI est emmené pour être jugé, accusé de trahison. Ce procès est une déchirure, non seulement pour lui, mais pour toute la famille. Louis-Charles, du haut de ses 7 ans, ressent avec acuité l'absence de son père, qui incarnait pour lui la protection et la stabilité. Chaque jour sans son père devient une épreuve, un gouffre de solitude qui grandit inexorablement dans son cœur d'enfant. Le 21 janvier 1793, l'impensable se produit. Louis XVI est exécuté. Ce jour-là, un froid terrible envahit la cellule du Temple, un froid qui ne vient pas seulement des pierres glacées, mais du vide laissé par le roi. Marie-Antoinette, anéantie, sent le monde s'effondrer autour d'elle. Pour ses enfants, elle rassemble toute sa force, mais elle est brisée. Chaque regard, chaque murmure est une tentative de tenir, de rester debout pour eux. Mais l'absence de Louis XVI est comme une plaie béante qui ne se refermera jamais. Pour Marie-Antoinette, la mort de Louis XVI laisse un vide incommensurable. Elle tente désespérément de maintenir une routine pour ses enfants, de leur rappeler les moments heureux passés à Versailles, comme un baume sur leur peur. Madame Royale se souviendra plus tard des efforts de sa mère pour leur redonner du courage, même si, derrière son sourire, elle voyait la souffrance qui rongeait Marie-Antoinette de l'intérieur. Ces souvenirs de bonheur lointain sont leur seul échappatoire dans cette prison, où chaque bruit, chaque ombre vient rappeler la brutalité de leur situation. Après l'exécution de son père, Louis-Charles devient Louis XVII pour les royalistes. Cet enfant de 7 ans devient un symbole, un héritier sans royaume emprisonné par ceux qui ont renversé sa famille. Mais pour les révolutionnaires, il n'est qu'un simple citoyen capet. Cette dénomination est une tentative d'effacer toute trace de sa royauté, de lui ôter son identité. Louis-Charles, trop jeune pour saisir l'ampleur de ce changement, sent néanmoins que quelque chose d'irréversible s'est produit. Il n'est plus un prince aux yeux de ses geôliers, juste un enfant que l'on souhaite oublier. Après l'exécution du roi,
Les conditions au temple se dégradent brutalement. Les promenades sont supprimées, les repas deviennent plus rares et plus frugaux, et les murs semblent se refermer un peu plus chaque jour autour des derniers membres de la famille royale. Marie-Antoinette, consciente de la précarité de sa propre situation, tente de protéger ses enfants, de leur donner un dernier semblant de chaleur maternelle. Elle sait que chaque jour qui passe les rapproche d'un sort incertain, mais elle reste forte pour eux, puisant dans son amour de mère un dernier réconfort pour apaiser leur peur. Le 3 juillet, un coup de tonnerre vient briser ce qui restait de leur fragile équilibre. Louis-Charles, désormais reconnu comme Louis XVII par les royalistes, est séparé de sa mère. Cet arrachement est d'une brutalité inouïe, plongeant le jeune garçon dans une solitude insoutenable. Jusqu'à présent, il avait pu s'accrocher à la présence réconfortante de sa mère, mais désormais, il est seul. Marie-Antoinette, effondrée, sent que ce dernier lien qui la rattachait à la vie est rompu. Elle sait que son fils est livré aux révolutionnaires, et elle n'a plus aucun moyen de le protéger. Après sa séparation d'avec sa famille, le jeune Louis-Charles, désormais seul et isolé, est confié à Antoine Simon et sa femme Marie-Jeanne, nommés par le Comité de salut public. Leur mission ne se limite pas à surveiller le dauphin. Ils sont chargés de briser en lui toute trace de royauté et de l'élever comme un citoyen républicain. Antoine Simon, un cordonnier de 57 ans au visage marqué par l'alcool, et sa femme, connue pour sa sévérité, emploient des méthodes brutales pour rééduquer l'enfant. Leur zèle révolutionnaire les conduit à des actes d'une cruauté impensable, infligeant à Louis-Charles un véritable calvaire physique et psychologique. Chaque jour, Simon cherche à corrompre le langage et les manières de l'enfant. Il lui enseigne des jurons, des blasphèmes, des chansons vulgaires. Les mots qui sortent de la bouche de Louis-Charles sont étrangers à son éducation princière, témoignant de l'ampleur de la dégradation morale à laquelle il est soumis. On peut imaginer la douleur et la confusion de ce petit garçon, contraint de renier ses racines sous les injonctions de Simon. Mais cela ne s'arrête pas là. Les Simon forcent régulièrement Louis-Charles à boire du vin et de l'eau de vie, malgré ses protestations et ses larmes. Un témoin de l'époque aurait déclaré « L'enfant était souvent dans un état d'ébriété, incapable de tenir debout ou de parler clairement. » Cette pratique vise à affaiblir ses capacités mentales, à le rendre plus docile et à le briser. Les humiliations sont constantes. Louis-Charles est obligé de porter le bonnet rouge, symbole de la Révolution, et de chanter des chants révolutionnaires. On lui fait renier sa famille, en lui criant qu'il n'est plus un prince, mais un simple citoyen de la République. Il pleure en silence, serrant dans sa main un médaillon contenant une mèche de cheveux de sa mère, son seul lien avec son passé. Simon va même jusqu'à terroriser le jeune prince avec la menace de la guillotine. Il mime le geste de la lame qui tombe, effrayant l'enfant qui se réveille la nuit en proie à des cauchemars terrifiants. Ces menaces sont particulièrement traumatisantes pour Louis-Charles, qui sait que son père a connu ce sort. Pour finir, Simon utilise la violence psychologique, alternant brutalité et fausse gentillesse pour déstabiliser l'enfant. Il force Louis-Charles à l'appeler papa, un acte qui confond encore plus le jeune prince, déjà perdu et effrayé. Un jour, Louis-Charles Abou s'exclame « Vous pouvez me punir, mais vous ne devez pas me battre ?» Cette réplique courageuse lui vaut une nouvelle volée de coups. Le point culminant de cette cruauté survient le 6 octobre 1793, lorsque Simon extorque à Louis-Charles de fausses accusations contre sa mère, Marie-Antoinette. Sous la pression et l'intimidation, l'enfant cède et signe un document sans comprendre ses implications. Ces déclarations, obtenues sous la contrainte, seront utilisées lors du procès de la reine. Le 7 octobre 1793, lors de la dernière confrontation entre Louis-Charles et sa mère, un garde présent rapporte « L'enfant semblait perdu, comme s'il ne reconnaissait plus sa propre mère. Il restait immobile, le regard vide. » Ce moment marque la dernière fois que Louis-Charles verra sa mère. 9 jours plus tard, Marie-Antoinette est exécutée. Louis-Charles, enfermé dans sa cellule, n'apprend la nouvelle que bien plus tard. Lorsqu'il comprend que sa mère est morte, il s'effondre, pleurant silencieusement pendant des jours, refusant de manger ou de parler. Cette perte achève de le plonger dans une solitude et un désespoir profond. Le 19 janvier 1794,
Alors que l'hiver parisien bat son plein, une scène lourde de conséquences se déroule dans les murs sinistres de la prison du Temple. L'obscurité glaciale qui règne dans ces couloirs lugubres semble plus oppressante que jamais, comme si elle pressentait le drame qui allait se jouer. Antoine Simon, cordonnier de 57 ans, au visage marqué par l'alcool et les privations, et son épouse Marie-Jeanne Aladame, une femme usée avant l'âge par une vie de labeur, franchissent pour la dernière fois le seuil de la cellule de Louis Charles. Le bruit métallique de leurs pas résonne dans le silence pesant, ponctué seulement par le sifflement du vent qui s'engouffre dans les interstices des pierres séculaires. Antoine Simon, membre de la redoutée commune de Paris, est rappelé à ses fonctions municipales. Son visage, habituellement dur et impassible, trahit une certaine nervosité. Il sait que son rôle de geôlier et de rééducateur du jeune prince touche à sa fin. Pendant des mois, il s'est consacré à cette tâche avec un zèle qui frisait la cruauté, imposant au jeune Louis Charles un régime de terreur et d'humiliation constante. Il l'a forcé à boire de l'alcool, à renier sa famille, à adopter le langage grossier des révolutionnaires les plus radicaux. Le couple échange un regard lourd de sens. Ils savent que leur départ marque la fin d'une période, mais aussi le début d'une nouvelle phase d'incertitude pour Louis Charles. Que va-t-il advenir de cet enfant royal déchu, brisé par des mois de maltraitance? Sans un mot d'adieu, sans un geste de réconfort, Antoine et Marie-Jeanne Simon franchissent le seuil de la cellule. Le bruit de la lourde porte qui se referme résonne comme un glas, scellant le sort de Louis Charles. Désormais seul, l'enfant est abandonné à un isolement total qui ne fera qu'accélérer sa déchéance physique et mentale. La lumière du jour ne pénètre que faiblement à travers une minuscule fenêtre grillagée, située si haut qu'elle est hors de portée. Louis Charles passe des heures à fixer ce carré de ciel, seul lien avec le monde extérieur. Parfois, il croit entendre des voix lointaines, des bruits de la ville qui continuent de vivre au-delà des murs épais du temple. Ces sons éphémères ne font qu'accentuer sa solitude. Pourquoi personne n'a pris la relève? Cette question hante les couloirs du temple comme un fantôme silencieux. La vérité, aussi cruelle soit-elle, est que Louis Charles est devenu un embarras pour le nouveau régime. Un symbole gênant d'une monarchie qu'on veut oublier, mais qu'on n'ose pas ouvertement éliminer. Dans les bureaux poussiéreux du comité de salut public, des hommes en perruque débattent du sort de l'enfant royal sans jamais le nommer. Le problème du temple, disent-ils à voix basse, comme s'ils craignaient que les murs n'aient été des oreilles. Robespierre, le visage pâle et les lèvres pincées, déclare d'une voix froide qu'il reste où il est. L'oubli sera sa prison et le silence son geôlier. D'autres, plus pragmatiques, s'inquiètent des coûts. « Qui paiera pour sa garde ?» demande un député au visage marqué par la petite vérole. La République a d'autres priorités que de nourrir les rejetons de la tyrannie. Les hochements de tête approbateurs scellent le sort de Louis Charles sans qu'un seul mot de plus ne soit prononcé. Dans les rues de Paris, la rumeur court que le petit Capet est mort ou qu'il s'est échappé. Certains affirment l'avoir vu, déguisé en fille, fuyant vers l'Autriche. D'autres jurent qu'il est caché dans une ferme de Normandie. Ces histoires, colportées de taverne en taverne, finissent par créer un voile de mystère autour de l'enfant du temple. Un mystère bien commode pour ceux qui préfèrent ne pas affronter la réalité de sa situation. Et ainsi, jour après jour, Louis Charles s'enfonce un peu plus dans l'oubli. Son identité, déjà malmenée par les mois de rééducation brutale, s'efface progressivement dans l'obscurité de sa cellule. Il n'est plus le dauphin, l'héritier du trône de France. Il n'est même plus Louis Charles. Il devient une ombre, un fantôme d'enfant oublié dans les tréfonds d'une prison, victime silencieuse d'une révolution qui a perdu son humanité. La cellule du jeune dauphin est un lieu d'une insalubrité révoltante. Les murs suintants d'humidité sont couverts de moisissures qui dégagent une odeur nauséabonde. Le sol, jonché de détritus et d'excréments, grouille de vermine. Rats, poux et autres parasites infestent cet espace confiné, transformant la vie de l'enfant en un cauchemar permanent. Le docteur Philippe-Jean Pelletan, qui examinera plus tard le corps de Louis Charles, décrira avec horreur l'état de la cellule. « Je n'ai jamais vu un tel degré d'insalubrité et de négligence. L'enfant vivait littéralement dans ses propres déchets. »
L'hygiène personnelle de Louis-Charles est totalement négligée. Sans eau propre, ni vêtements de rechange, l'enfant est contraint de vivre dans ses propres immondices. Sa peau, autrefois soignée avec les plus grands égards, est maintenant couverte de plaies et d'éruptions dues à la gale et aux piqûres d'insectes. La santé du jeune prince se détériore rapidement. Les symptômes de la tuberculose se manifestent, toux persistante, fièvre récurrente et un amaigrissement extrême. Son corps, privé de nutriments essentiels, montre des signes alarmants de malnutrition. Ses articulations, en particulier ses genoux, gonflent douloureusement, l'empêchant bientôt de se tenir debout. L'impact psychologique de cet abandon est tout aussi dévastateur. Plongé dans un silence oppressant et une solitude totale, Louis-Charles se réfugie dans un mutisme profond. Le manque de stimulation et d'interaction humaine le prive des repères essentiels à son développement. Ainsi, jour après jour, Louis-Charles s'enfonce dans un état de dépérissement physique et mental. Son corps et son esprit, privés des soins les plus élémentaires, succombent lentement à la cruauté de son environnement. L'enfant royal, autrefois promis à un avenir glorieux, n'est plus qu'une ombre, victime silencieuse d'une révolution qui a perdu toute humanité. La chute de Robespierre, le 27 juillet 1794, marque un tournant décisif dans la vie du jeune Louis-Charles. Après des mois d'isolement et de négligence extrême, le nouveau pouvoir commence enfin à s'intéresser à son sort. Les nouvelles autorités, choquées par les récits sur les conditions de détention de l'enfant, envoient Paul Barras, l'une des figures montantes du régime, inspecter la prison du Temple. Le 28 juillet 1794, il se rend au Temple pour observer de ses propres yeux l'état dans lequel se trouve le jeune dauphin de France. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Louis-Charles, fragile et diminué, vit prostré dans une pièce obscure et insalubre, où l'air est chargé d'une odeur nauséabonde de saleté et de décomposition. La cellule est envahie par des déjections, car aucun gardien ne s'est soucié de veiller à son hygiène personnelle depuis des mois. Barras découvre un enfant aux genoux enflés, à la peau pâle et rongée par les symptômes de malnutrition et de rachitisme, incapable de marcher. Touché par ce spectacle de misère, Barras ordonne immédiatement que des mesures soient prises pour améliorer les conditions de vie de Louis-Charles. Après la visite de Barras, un nouvel espoir éclaire l'obscurité oppressante du Temple. Jean-Jacques Christophe Laurent, un créole de Martinique, est nommé comme nouveau gardien principal. En prenant ses fonctions, il apporte avec lui un regard empreint d'humanité et de compassion, trait si rare dans la vie de Louis-Charles jusqu'alors. Laurent, sensible au sort tragique de l'enfant, se montre attentif et bienveillant, devenant pour le jeune prince une présence rassurante au milieu de son isolement. Sous son regard, les conditions de vie de Louis-Charles s'améliorent. Sa cellule, jusque-là marquée par la crasse et l'abandon, est enfin nettoyée. L'enfant lui-même, émacié et marqué par des mois de négligence, est lavé avec soin, vêtu de vêtements propres. On lui coupe les cheveux et un semblant d'hygiène est restauré, comme une tentative de retrouver un peu de dignité. La porte grillagée et le guichet, qui enfermaient sa cellule dans une obscurité lugubre, sont enfin retirés, laissant entrer un peu plus d'air et de lumière, comme une lueur d'espoir timide qui vient adoucir les murs froids et austères du temple. Les jours qui suivent la visite de Barras marquent un tournant pour le jeune Louis-Charles, emprisonné au temple depuis des mois. Désormais, son quotidien, jusque-là rythmé par la faim et l'abandon, s'adoucit grâce aux soins plus attentifs de ses nouveaux gardiens. Son alimentation, auparavant irrégulière et maigre, est désormais améliorée. Les repas lui sont apportés à heure fixe, 3 fois par jour, et on veille à lui offrir une nourriture plus nourrissante. Des fruits frais et des légumes enrichissent désormais son régime, lui apportant les vitamines qui lui manquaient tant. Même l'eau qu'il boit est de meilleure qualité, un petit détail qui symbolise le changement d'attention dont il bénéficie. Mais le plus grand bonheur pour le jeune Louis-Charles est sans doute de pouvoir monter sur la plateforme de la tour du Temple, ne serait-ce que pour quelques minutes. Là, il peut enfin respirer l'air frais, sentir le vent sur son visage et lever les yeux vers le ciel, une vue qu'il avait presque oubliée. Bien que sous surveillance, ces moments en plein air lui offrent une échappée bienvenue, une liberté éphémère qui adoucit,
pour un instant, le poids de son isolement. Mais malgré ces changements, le jeune dauphin reste affaibli. Ces petites attentions arrivent bien trop tard pour réparer les dommages causés par des mois d'abandon. Le corps de Louis-Charles, fragilisé et épuisé, montre déjà les signes d'une détérioration irréversible. La tuberculose, qu'il a probablement contractée dans les conditions insalubres de sa détention, ronge ses poumons. Il souffre de fièvres fréquentes, de douleurs articulaires et de tumeurs visibles sur son corps, signe de la maladie qui progresse sans répit. Sa maigreur extrême témoigne des carences nutritionnelles accumulées et son développement physique est tellement retardé qu'il ressemble à un enfant bien plus jeune. Sur le plan mental, l'enfant est apathique et à peine communicatif. Il réagit peu aux stimuli et son regard semble perdu, comme s'il était coupé du monde autour de lui. En novembre 1794, le médecin Desault est enfin appelé à son chevet pour évaluer son état. Confronté à un enfant brisé, Desault décrit Louis-Charles comme entièrement abruti par les mauvais traitements subis. Ces tentatives de traitement, bien qu'appliquées avec soin, n'ont aucun effet significatif. La tuberculose a progressé trop loin et le jeune prince est désormais condamné. Au cours des mois suivants, l'état de Louis-Charles continue d'empirer. Les fièvres deviennent plus intenses et plus fréquentes et les douleurs articulaires le clouent au lit, rendant toute tentative de déplacement extrêmement difficile. Son corps, rongé par la maladie, se couvre de tumeurs et de plaies, signe que son organisme est à bout de force. À mesure que la tuberculose progresse, l'enfant s'enfonce dans une agonie lente et douloureuse, incapable de retrouver ne serait-ce qu'un semblant de vitalité. Le 8 juin 1795, à 14h15, Louis-Charles meurt dans sa cellule du Temple. Il n'a que 10 ans. Selon les témoignages des gardiens Lasne et Gomain, qui veillaient sur lui dans ses derniers moments, l'enfant était extrêmement affaibli et souffrait d'une grande détresse physique dans les jours précédant sa mort. Son état s'était rapidement détérioré. Son ventre était distendu et douloureux, et il souffrait de diarrhée sévère, signe d'une péritonite causée par la tuberculose disséminée. Le lendemain de sa mort, le 9 juin 1795, une autopsie est pratiquée sur le corps du jeune prince par le docteur Philippe-Jean Pelletan, assisté des médecins Jean-Baptiste Dumangin et Lassus. Le rapport d'autopsie est publié dans le Moniteur du 14 juin 1795 et révèle l'état alarmant du corps de l'enfant. Les résultats de l'autopsie montrent que Louis-Charles était ravagé par la tuberculose. Ces découvertes confirment que Louis-Charles souffrait d'une forme avancée de tuberculose disséminée chronique. À cette époque, le terme tuberculose n'était pas encore utilisé. On parlait plutôt de scrofule ou vice scrofuleux, une maladie connue pour affecter les ganglions lymphatiques et se propager aux organes internes. Le docteur Pelletan fut profondément choqué par ce qu'il découvrit lors de l'autopsie. Il nota notamment les nombreuses cicatrices sur le corps du jeune prince, témoignant des mauvais traitements qu'il avait subis pendant sa captivité au Temple. Ces marques révélaient une vie d'abus physique, en plus des souffrances causées par la maladie. Dans son rapport officiel, Pelletan conclut que Louis-Charles était mort d'une infection scrofuleuse prolongée, tuberculose ganglionnaire, une maladie qui aurait été incurable même avec les moyens médicaux modernes. Il est probable que cette infection ait commencé bien avant son emprisonnement au Temple et se soit aggravée en raison des conditions insalubres dans lesquelles il vivait. Après le décès de Louis-Charles, son corps est enterré dans une fosse commune au cimetière Sainte-Marguerite, à Paris, un traitement réservé aux prisonniers et sans égard pour son statut princier. Cependant, un geste exceptionnel est accompli par le docteur Philippe-Jean Pelletan, qui a participé à l'autopsie de l'enfant. Touché par le sort tragique du dauphin, Pelletan décide de prélever secrètement le cœur de l'enfant et de le conserver dans de l'alcool, dissimulé dans sa bibliothèque personnelle. Ce geste audacieux, réalisé en secret et avec respect, aura une importance capitale pour résoudre, bien plus tard, l'énigme de l'identité de l'enfant mort au Temple. Le cœur de Louis XVII, déplacé et conservé au fil des années, connaîtra un parcours mouvementé, passant par les mains de plusieurs médecins et traversant des périodes de révolution et de troubles avant d'être enfin identifié avec certitude. Aujourd'hui, Louis-Charles repose dans la nécropole royale de Saint-Denis, avec son cœur symboliquement préservé comme témoignage de sa vie brisée trop tôt.
Cette fin, bien que marquée par les tourments, permet de rendre hommage à l'enfant et à la tragédie de sa captivité, inscrivant définitivement son histoire dans celle de la monarchie française. L'histoire de Louis XVII, cet enfant arraché à sa vie de prince pour devenir le symbole d'une monarchie déchue, est une des plus poignantes de la Révolution française. Son destin, enfermé dans les murs froids du Temple, incarne la brutalité de cette époque et les tragédies humaines qui l'ont marqué. Si cette plongée dans la vie de Louis XVII vous a touché ou appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ensemble, continuons de redonner vie aux pages oubliées de notre histoire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique.